mardi 23 avril. Aujourd'hui, on termine l'émission en s'entretenant sur le sujet de la maltraitance des aînés en résidence privée. Mais tout d'abord, on s'en va en petite nation pour faire le tour des activités culturelles. Bienvenue à Studio Libre. À chaque fois qu'elle entre dans une place, eh bien, son énergie, son enthousiasme et son sourire surtout mettent littéralement le feu dans la place. Et avec un nom comme le sien, le contraire nous aurait étonné. Jessie Laflamme, bien sûr, est avec nous. Bonjour, Jessie. Bonjour, Sylvain. J'adore tes entrées en matière. Je me force, ça fait à peu près une semaine que j'y pense à celle-là. Et puis, c'est sûr qu'avec un nom comme Laflamme, eh bien, c'est sûr qu'on a le feu sacré. Tout à fait. Là, je vais brûler un punch pour la prochaine invitation. Et donc, il y a des activités qui se passent. On peut être le printemps, mais il y a beaucoup de choses qui se passent en Petite Nation. On va faire un tour, un résumé de ce qui va se passer. J'ai ici une feuille remplie à ras-bord d'activités qui vont se passer, notamment avec le 350e dont on a reçu Monsieur Peter Levick. Oui. Tout à fait. En fait, cette année, c'est particulier parce que c'est le 350e anniversaire de la Seigneurie de la Petite Nation et ça s'en vient, la date, la vraie date, dans le fond, de concession, c'est le 16 mai 1674. Et pour fêter cet événement, il y a une grosse soirée de festivités qui est prévue le 16 mai, qui est organisée. Tout ça est organisé grâce à un comité organisateur, tu l'as bien dit, le président Peter Levick, chapeauté par la MRC. Et donc, le 16 mai, ça se déroule du côté du terrain d'église à Montebello. Il y aura le grand portage de 17h à 19h, donc danse folklorique. Ensuite, cérémonie de commémoration plus protocolaire, mais toujours festive avec prestations musicales. C'est sûr que ça prend de la musique. Ça prend de la musique, c'est certain. Parlant de musique, 20h30, on y va avec Shawit. Et à 21h30, nos porte-paroles, le Diable à 5, là, vont enflammer, endiabler la place. Évidemment. Ça, c'est pour le 16 mai. C'est gratuit. Bar sur place, camion de bouffe. Belle soirée de festivités. On lance un peu les activités plus festives. Et la fin de semaine, le samedi 18 mai, là, c'est la folie furieuse. Beaucoup d'activités, dont la 148 en folie, qui est la méga vente de garage qui se déroule partout sur la 148, sauf à Papineauville, parce que Papineauville nous propose une commémoration en l'honneur de Denis Benjamin Papineau. Dans le fond, ils vont nommer l'ancienne mairie en son honneur. Il y a aussi un souper dans la rue. J'ai très hâte de voir. Ils ferment une rue carrément pour permettre aux gens de souper ensemble. C'est possible de réserver des tables. Et dans l'après-midi, mais c'est des activités là, vraiment familiales. Donc, un beau 18 mai du côté de Papineauville. À Saint-André-Avelin, il y aura des démonstrations de savoir-faire traditionnel par des artisans au musée des Pionniers. Et à Montebello, en plus de la 148 en folie, il va y avoir le Salon du patrimoine de l'Outaouais. Donc, beaucoup d'exposants. C'est un record. C'est vraiment un record cette année. Au niveau des exposants, ateliers, et le tout est sous la présidence d'honneur là, de Michel Prévost. Très intéressant. Et ça, c'est pour la fin de semaine du 18 mai. Pour le 15 juin, il y aura aussi à Ripon le comité patrimoine de Ripon qui va inaugurer un panneau d'interprétation, mais dans une mise en scène particulière avec personnages de l'époque. Donc, tout ça s'inscrit dans le cadre du 350e anniversaire de la Seigneurie. Plusieurs événements, je dirais de la trame événementielle normale, parce qu'on le sait, Petite Nation est reconnue pour sa trame événementielle extraordinaire, vont se greffer au 350e anniversaire. Donc, par exemple, Festival Western Saint-André-Avelin, qui a dévoilé sa programmation le 16 avril dernier, va faire son défilé à l'honneur du 350e anniversaire. Oh, ben oui, évidemment. Donc, personnages colorés, vieux chars allégoriques qui vont être mis de l'avant. Donc, c'est à suivre Festival médiéval aussi. Ripontrad qui est l'organisateur là, du 16 mai. C'est nos partenaires, dans le fond, notre fournisseur de services pour le 16 mai. Donc, un beau 350e là, qui s'en vient, une belle activité festive. Et on parlait du 18 mai, ça revêt une importance particulière personnellement pour moi. C'est le 50e anniversaire de mariage de mes parents. Oh wow! Ah ben un autre qui s'ajoute. Un autre événement. Pas ici par contre. Il y a d'autres aussi. Là, on commence à avoir les activités de l'été, si on peut dire, ou
fin printemps. Rendu autour du 25 mai, disons que il y a pas mal de... Ouais, juste avant... C'est pas mal l'été, là. C'est pas mal l'été. Juste avant, juste faire un petit retour sur le Festival Western, étant donné qu'ils ont lancé leur programmation la semaine dernière. 10 jours de festivités, rien de moins, 18 au 28 juillet. Encore une fois, cette année, plusieurs artistes. Là. On parle de Marjo, Sarah Dufault, Rachid Badouri, Arthur l'Aventurier, des gros noms. Très diversifiés aussi, c'est vraiment la particularité du festival. Les manèges reviennent, la lutte, l'exposition d'auto. Beaucoup plus de gymkhana cette année. On attend des compétiteurs de l'Anaudière. Et particulier dans les nouveautés cette année, mon petit gars très, très out, course de tracteur à gazon modifié. Et tir de tracteur antique. Donc, c'est les deux nouveautés de cette année. Très hâte de voir. Donc, on peut mettre ça tout de suite à son agenda. Mais avant de se rendre en juillet, tu as raison, Sylvain, il faut commencer par le commencement. Donc, le 25 mai, quand je vous disais qu'on a une trame événementielle très forte, ça part le 25 mai un peu avant, on y reviendra, mais Journée des héros, le 25 mai, du côté de Papineauville, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une journée où on met de l'avant nos héros du quotidien, donc pompiers, policiers, paramédics, gens d'Hydro-Québec, Forces armées canadiennes. C'est l'occasion d'en apprendre plus sur leur métier, de les découvrir. Et il y a toujours un petit spécial aussi. L'année passée, on avait la voiture de Ghostbusters. Cette année, on a quelque chose qui est en lien avec les années 80. Donc, est-ce que ça commence par D? Je sais pas. Est-ce qu'il y aurait peut-être de l'acier inoxydable sur le terrain? À voir, mais c'est toujours une activité qui est super agréable, très familiale. C'est un peu le lancement des festivités à l'extérieur, donc un beau moment. Pour les gens qui sont plus sportifs, ben on a le Raid Pulse à Montpellier, qui est un raid d'aventure multisport qui est la même journée, plein air. On a aussi de l'escalade au parc régional de la Forêt-Beaumune. C'est l'ouverture de l'école d'escalade de l'Outaouais, donc il sera possible de pratiquer l'activité gratuitement. Des spécialistes seront sur place pour initier des gens à ce sport-là. Du côté de Duhamel, on se promène vraiment sur le territoire cette journée-là. C'est vraiment, c'est toute la même journée. C'est toute la même journée. Oui, c'est ça. 25 mai, grosse journée. Là. Grosse journée, rencontre des oiseaux à Duhamel, parce qu'on sait qu'on est une région, beaucoup de migration. Surtout dans ce coin-là, Duhamel, bon, on s'entend que c'est dans le bois, littéralement. Il y a beaucoup de bois. Tout à fait. Donc, rencontre des oiseaux de ce côté-là. Et pour finir la journée... Tout un autre moineau. Oui. Je l'aurais pas dit, mais on peut le voir ainsi. Oui, c'est mon oncle Serge qui va être en spectacle au pub Saint-André, donc le 25 mai. Oui. Toute une journée. Toute une journée. Mais il y a aussi, avant, bon, on parle d'activités culturelles, on en a tout au long du mois de mai. Le printemps, ça se réveille en petite nation. Ça se réveille. Est-ce que ça dort déjà? Parce que je me souviens des activités d'hiver. Ça dort pas beaucoup. Non, c'est comme si on sortait de notre tanière, finalement. Là, on sort de notre hibernation et oui, effectivement, là, ça commence le 4 mai avec Paul Darèche à la salle des Jardins à Papineauville. Mon oncle Serge était le 25 mai au pub Saint-André, mais avant, on a Chien de ruelle. Et le 11 mai, on a Steve Hill le 1er juin. On a Cinéma Boule aussi qui se poursuit les jeudis à 19h30 du côté de Papineauville. Le prochain film, le 2 mai, est Soul, aveugle, femme endormie. Assez particulier, bande dessinée un peu japonais, ça a l'air super intéressant. On a aussi des spectacles du côté de la coopérative Place du Marché à Ripon. Donc, Capital Beatles, Lila Bontemps, 4 mai pour les Beatles et l'autre le 24 mai, Lila Bontemps. Belle trame événementielle, là, justement. Et je voulais garder un petit dessert. Un petit dessert pour la fin, 2 petits desserts. Dans le fond, là, c'est le 50e édition. Tes parents vont fêter leur 50e anniversaire de mariage. Mais à Saint-André, on va fêter la 50e exposition artisanale Georges, Étienne et Odette Robert. C'est une tradition depuis justement 5 décennies du côté de Saint-André-Avelin. C'est l'occasion de découvrir des artisans de toutes sortes, donc bijoux, vitraux, toiles, meubles, beaucoup de choses. Et c'est vraiment le rendez-vous printanier, justement. C'est l'occasion de dénicher le cadeau parfait pour la fête des mères parce que ça se déroule les 11 et 12 mai. Donc, très hâte d'y aller cette année pour la 50e édition. Il y a toujours aussi des concours, des jeux. Donc, c'est toujours une rencontre là, vraiment agréable. L'inauguration du printemps, ça se passe là. Et on a du côté de Montebello aussi, on reste vraiment dans les artistes. C'est Femmes Expo. Ça aussi, c'est un classique, là. Ça aussi, c'est un classique. Ça revient chaque année. C'est pour souligner la Journée internationale de la femme au mois de mars.
C'est une exposition qui perdure tout le temps du printemps. Chaque année, en fait, les femmes sont invitées, les femmes artistes, à faire une œuvre, à produire une œuvre sous un thème. Cette année, le thème est mouvement. Et donc, c'est 27 femmes artistes qui sont du côté de Montebello, Centre d'action culturelle, qui ont un peu de tout, là, textile, céramique, installation, sculpture, photo, peinture. Très hâte d'y aller. J'ai pas eu la chance encore. Je me dis qu'à la fin de semaine du 18 mai, c'est peut-être l'occasion d'y aller. Tant qu'à venir en Petite Nation, on peut faire la 148 en folie, le Salon du patrimoine, un peu de tout, ou en profiter la fin de semaine aussi du complexe Wissel, là, de l'exposition artisanale. Donc, beaucoup d'activités là, du côté de Petite Nation, et l'exposition Femmes Expo se déroule jusqu'au 2 juin. Donc, on a quand même le temps là, de le prévoir et d'aller le visiter. Évidemment, là, je vous ai lancé plein d'informations, plein de dates. J'imagine que t'as pas tout retenu, hein, Sylvain? Non, j'ai une mémoire, mais quand même, il y a du... C'est un peu Par contre, ça. le 25 mai, ça, j'ai retenu Oui, ça, c'était incroyable. Ça, c'est le nombre d'activités. Un incontournable. C'est un incontournable, mais pour toutes les informations, là, c'est possible de visiter le www.petitenationoutaouais.com. C'est même possible de s'inscrire à l'infolette touristique, et toutes les informations sont envoyées là, directement par courriel au début du mois. Question de ne rien manquer, de bien planifier là, ces prochaines activités. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir, Jessie Laflamme. Plaisir partagé. Et on va te laisser aller parce que là, c'est justement, il va y avoir... Oui, ben là, on est dans l'organisation du 16 mai. Là, on espère vous voir à Montebello. Là, on va fêter ça, ce 350e anniversaire. Là. Oui, et je pense que vous allez fêter de manière grandiose. On en a eu déjà quelques bribes. On a hâte de voir ça. Merci beaucoup. Merci à toi. La situation des aînés en résidence privée doit être surveillée comme tout ailleurs. Et ma prochaine invitée s'est penchée sur la situation des RPA. Elle s'appelle Mélanie Couture. Elle est titulaire de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées de l'Université de Sherbrooke. Bonjour, Madame Couture. Bienvenue à l'émission. Ben, bonjour, merci pour l'invitation. Oui, et c'est une situation qui... Bon, on peut penser, dans votre étude, vous êtes concentré sur l'agglomération de Longueuil, mais est-ce qu'on peut penser que la situation est endémique un peu partout, ce que vous avez trouvé? Bien, si on se fie aux chiffres de l'Institut statistique du Québec, au niveau de la maltraitance à domicile, et on inclut RPA, on s'entend que 5,9 % des personnes aînées, donc de 65 ans et plus, qui sont maltraitées par année, ce qui représente presque 80 000 personnes au Québec. Et là, je dis par année. Donc, on s'entend qu'il y a des situations qui vont se régler par eux autres mêmes. Il y a aussi cette étude-là de prévalence a démontré aussi qu'il y a un risque plus élevé où il y a plus de cas de maltraitance en RPA comparativement à des personnes dans un domicile, là, une maison unifamiliale ou un condo. Là. Donc, c'est un peu plus élevé. Et il faut aussi tenir compte que la maltraitance en RPA, plus spécifiquement, des fois, c'est entre résidents, des fois, c'est la famille. Et là, dans notre cas, on s'est vraiment attardé plus à la maltraitance par les gestionnaires et employés des RPA, ce qui avait aucune étude au niveau mondial là-dessus pour décrire ce phénomène-là, ce qui nous a surpris. Et puis, on a vérifié, et même récemment, il n'y avait rien parce qu'on a commencé en 2018. C'est-à-dire qu'en 2018, le Comité de défense des droits locataires âgés, de Longueuil, de l'agglomération de Longueuil, comme vous avez dit, m'ont approché pour faire une étude parce qu'ils voyaient plein de cas, mais ils disent on a besoin de comprendre mieux qu'est-ce qui se passe. D'où l'idée de faire une recherche qualitative. Donc, c'est des entrevues, des témoignages pour comprendre le phénomène. Donc, on ne voulait pas avoir l'ampleur du phénomène. On voulait vraiment comprendre quand ça se passe en RPA, la maltraitance, comment ça se passe quand c'est les gestionnaires et les employés. Et justement, qu'est-ce que vous avez découvert sur cette façon de faire de la maltraitance? De un, bon, vous dites c'est 5 %. On pourrait penser, bon, c'est quand même peu, mais quand on regarde le nombre relatif, 80 000 personnes, c'est du monde. Et souvent, on pense que les personnes âgées vont avoir peut-être un peu peur par leur situation de vulnérabilité, de déposer une plainte. Est-ce que c'est le cas encore aujourd'hui?
Oui, puis il faut faire attention, tu sais, la vulnérabilité n'est pas nécessairement reliée à l'âge. Mhm. OK? Donc, ça pourrait être n'importe qui, n'importe quel âge pour Oui. être en situation de vulnérabilité. Quand on est en situation de vulnérabilité, c'est vraiment quand on a de la difficulté où il y a des contraintes à la demande d'aide. OK? Donc, en RPA, il y a du monde qui sont pas du tout vulnérables, mais il reste que quand on va en résidence privée pour aînés, habituellement, on commence souvent à avoir une perte d'autonomie Mhm. et ce qu'on va rechercher, ça va être vraiment tout ce qui est être en sécurité, de savoir si on tombe, voir quelqu'un de Oui. proche, d'avoir des services. Donc, j'ai plus besoin de faire à manger, j'ai des loisirs, il y a du monde. Donc, c'est un peu ça qu'on recherche quand on va en résidence. Donc, au niveau du nombre de personnes, ce qu'on s'est rendu compte, pas qu'on a étudié le nombre de personnes, mais ce qui nous a inquiété un petit peu plus, c'est que dans la résidence privée pour aînés, on pensait que nous autres, au début, que ça allait être genre, il y a un employé qui fait pas son travail, bon, Mhm. blablabla. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est plus du niveau de la gestion. Donc, quand il y a des Ah problèmes oui. dans une résidence, c'est rarement un employé envers une personne. C'est vraiment euh, un peu les pratiques de la résidence. Donc, ça va affecter la majorité, sinon toutes, les Mhm. résidents. Et c'est là que c'est problématique parce que s'il y a des problèmes dans une résidence, ça Ah oui. risque d'être toute la résidence au complet. Mhm. Et vous comprenez qu'il y a des aires communes, il y a des services communs, bon, tout ça. Donc, ce qu'on a trouvé, c'est que, par exemple, il y avait des soins qui n'étaient pas donnés ou Ah, bien qui étaient mal donnés. OK? encore pire. Oui, ben oui, c'est ça. Donc, le problème ici, c'est que si un employé ne fait pas son travail, puis c'est ça qu'on entendait des témoignages, c'est que s'il en parlait au gestionnaire ou à la direction, bon, ben, il se passait rien. Donc, Mhm. le problème n'est pas juste que l'employé ne fait pas comme il faut, c'est que les gestionnaires vont rien faire par rapport à la situation. Donc, on s'entend qu'il y a d'autres personnes dans ce milieu-là qui vont vivre certaines choses aussi. Il y avait toute Mhm. l'idée aussi de pas euh, de pas aller plus loin dans ses engagements, de pas les respecter. Donc, si on promettait, par exemple, un autre logement parce que le premier dans lequel on a emménagé ne convient plus, ben l'autre venait jamais, même si on l'avait promis. Donc, on tenait pas les promesses. Et Il y ça avait des s'en va côtés dans les airs. financiers. Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment la non-écoute des besoins des résidents, Mhm. alors qu'on va là pour avoir que nos besoins soient écoutés et comblés. Et donc, c'était là la problématique. Vous parliez de peur au début. Ben, si c'est toute la résidence que ça va pas, puis que vous avez fait plusieurs démarches, il se passe rien, déjà là, c'est pas trop intéressant. Mais pire que ça, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des représailles Oui. Et envers les personnes qui portaient des plaintes. on sent qu'il y a de la peur même au niveau des enfants parce que là, ils se disent si je porte une plainte, eh ben mon parent risque d'en subir les représailles. Ben, puis là, il faut faire attention parce que maintenant, il y a des mécanismes qui se sont ajoutés en 2022 par rapport à la loi pour contrer la Mhm. maltraitance, la loi 6.3. Ça s'appelle pas de même, mais je dirais pas le non, là. Euh, l'idée de base, c'est que maintenant, c'est écrit dans cette loi-là qu'on peut pas amener quelqu'un en cours pour avoir fait une plainte pour maltraitance de bonne foi. OK? Donc, ils peuvent pas être amenés en cours. Il y a aussi maintenant des sanctions pour non seulement les individus, mais pour les organisations qui maltraitent, y compris les RPA. Là, c'est écrit RPA aussi dans la loi. Donc, ça, c'est important parce que, mais pour réussir à démontrer qu'il y a une certaine maltraitance, on dit organisationnelle, il faut quand même que plusieurs personnes portent plainte. Et c'est là justement qu'il y a un problème, c'est que les gens ont Oui, peur. Puis plus que ça, tu sais, c'est demandant, là, faire une plainte, oui. monter le dossier et tout ce qui va. On- Au Québec, on a quand même facilité le processus. Depuis 10 ans, il y a la ligne aide maltraitance adulte aîné. Fait que s'il y a quelqu'un à la maison qui veut parler d'un problème de maltraitance, peu importe où, là, vous pouvez appeler à la ligne aide maltraitance adulte aîné. Puis je vais donner le numéro. Donc, le 1-888-489-2287. Vous appelez là, c'est des professionnels qui sont disponibles de 8 heures à 8 heures, 7 jours sur 7. Si vous appelez en dehors des heures, vous laissez un message, je vous rappelle assez rapidement. Donc, l'idée ici, c'est qu'ils vont vous allez pouvoir parler de votre situation et ils vont vous diriger au bon endroit. Parce qu'il y a une complexité avec la maltraitance en RPA, c'est-à-dire qu'au niveau légal, il y a la certification, Mhm. il y a aussi bon, le tribunal administratif du logement parce que vous signez un bail avec une organisation privée. Puis il y a toute Effectivement. la loi maltraitance, ces autres affaires-là. Il ne faut pas oublier que certains cas, ça peut être criminel aussi. Mhm. Donc, donc vous contez votre histoire, puis ça peut être les proches qui appellent, ça peut être les employés qui appellent, ça peut être des professionnels qui appellent. Tout ça, tous ces gens-là peuvent appeler pour discuter puis peut-être être conseillés. Et il ne faut pas oublier aussi que les CAP, donc centre d'aide et d'accompagnement ou centre d'accompagnement et d'aide aux plaintes, je me mêle tout le temps, puis les CAP, ils rient de moi avec, à cause de ça.
Moi, je les appelle les quatre. Donc, ces personnes-là sont mandatées par le ministère pour aider justement à déposer des plaintes par rapport à la maltraitance en RPA. Donc, ils sont là pour ça. Fait que ne restez pas tout seul parce que, comme on vient de dire, c'est quand même un processus. Faut le faire parce que si personne ne le fait, il ne se passera rien. Mais vu que c'est plus souvent qu'autre chose, l'administration, donc c'est quand même plus gros que juste une personne, d'être accompagné peut aider. Et plus les gens, c'est ça ce qui est important, c'est s'il y a une plainte qui est faite officiellement au commissaire aux plaintes et à la qualité des services, il y en a plusieurs. Maintenant, il y a un mécanisme aussi depuis avril 2022 qui fait que le CLPQS, le commissaire, va dire, oh, attends un petit peu, là, il y a plusieurs résidences là, dans cette résidence-là, j'ai plein de plaintes, et là, ça va monter plus haut. Donc, on n'est pas. Et là, c'est là que les sanctions peuvent entrer en jeu. Il y a des enquêteurs. Bon, donc, on peut monter. Fait que, comme je dis, il y a plusieurs choses. L'important, c'est d'appeler à la ligne, vous allez être aiguillé et aussi d'aller chercher le soutien des CAP pour vous permettre de faire une plainte. Donc, vous allez avoir de l'aide. Parce qu'on comprend que si vous êtes rendu à faire une plainte, c'est parce que vous êtes déjà vraiment tanné. Il y a un épuisement déjà là. Et puis, c'est les familles aussi peuvent être impliquées dans ce processus-là. Là. Puis, je l'ai vu. Puis, c'est pour ça, dans l'étude, on a aussi impliqué les personnes proches aidantes parce que c'est souvent elles aussi qui sont impliquées dans les démarches et qui font ça. Donc, c'est ça. Fait qu'il y a des moyens de faire. Je pense qu'il faut se mobiliser, il faut en parler. Puis, merci pour votre invitation parce que je trouve que c'est important d'en parler. Puis, c'est ça que j'entends. Moi, j'ai fait une étude, mais je veux dire, les gens, quand je parle aux gens, ils disent, tu fais juste mettre des mots sur ce que nous autres on vit ou ce qu'on a vu depuis des années. Et c'est pas juste à Longueuil, malheureusement. Non. C'est ça. Puis la première étape, c'est d'en parler. Hein. C'est ça. Il faut passer à cette étape-là. Puis c'est ça qu'on fait un peu aujourd'hui. Là. On parlait, de représailles. Évidemment, avec la crise du logement qu'on vit aujourd'hui un peu partout à travers le Québec, j'imagine que faire des plaintes et compagnie, faire plusieurs plaintes, à un moment donné, les gens se disent, mais où je vais aller? On voit des RPA qui ferment aussi pour différentes raisons. Et donc, on se dit, mais si j'ai pas ici, où est-ce que je vais aller pour avoir, exemple, donné des soins si on en a besoin? Bien, c'est ça aussi qu'il faut contextualiser le problème, vous avez bien dit, c'est qu'on est dans une crise du logement présentement. C'est difficile pour tout le monde. Okay? Oui. Et les résidences, c'est quand même assez dispendieux. Là. Oui, 35 des résidences en 2021 est en haut de 2 000 $ par mois. Il n'y en a presque pas. Il y a à peine 20 même pas en bas de 1 500 $ par mois. Fait que c'est quand même dispendieux. Fait que vous pouvez imaginer la personne aînée qui est partie de son logement qu'elle avait depuis plusieurs années à peut-être 700 $, qui s'en va en résidence, finalement, qui dit « Hey, ça marche plus », ne peut pas retourner dans le logement à 700 $, c'est clair. Et elle a moins de revenus aussi. Ben oui, ben c'est ça. Fait que tout ça entre en jeu et c'est ça qui fait que malheureusement, il y a quand même, ça fait que certaines résidences qui ne fonctionnent pas bien vont avoir le gros bout du bâton parce qu'ils menacent les CIS et les CIUS qui disent, ben là, ça marche pas votre affaire. De dire, ben là, on va fermer d'abord. Mais là, le CIUS, ben là, s'ils ferment, nous autres, pour placer une centaine de personnes, c'est complexe. On n'a pas de place déjà aussi dans les CHSLD. Souvent, il y a des listes d'attente et compagnie, tout dépendant des régions. Donc, ben, c'est ça. Et le protecteur du citoyen avait noté déjà en 2021-2022 que justement qu'il y a certaines résidences qui vont résister. Et là, c'est là qui est un peu épeurant selon moi parce que, tu sais, quand on parle, c'est souvent de la maltraitance intentionnelle. On sait qu'elle est là, on laisse faire ou on prend l'argent du monde même si on sait qu'on n'est pas supposé. Institutionnalisé aussi en plus. Oui, c'est ça. Et donc, et en plus, même si on se fait pogner, entre guillemets, et que le CIUS dit non, il faut que tu changes la rampe, non, il faut t'enlèves un tapis, c'est dangereux, ou des choses comme ça, ils le font pas. Et là, avec la crise du logement, c'est pire. Et on surveille pas ça? Il n'y a pas quelqu'un qui va aller constater après? C'est pour ça que la loi elle a un peu plus de mordant depuis 2022. Sauf que là, on n'a pas vu encore ces cas-là parce qu'il faut monter les dossiers, etc. Fait que j'ose espérer qu'il va se passer quelque chose. Je sais que les enquêteurs commencent à être là et à travailler. Mais faut qu'il y ait eu, autrement dit, quand quelqu'un fait de la maltraitance non intentionnelle, souvent on va les éduquer pour dire, ben là, c'est pas comme ça, il faut le faire. Ils font, OK, excusez, je savais pas que je causais du tort, puis ils règlent ça. Mais quand c'est du intentionnel, c'est là qu'on va mettre plutôt en place des sanctions, de la répression pour que la personne cesse ses comportements. Et là, donc on n'utilise pas la même méthode. Et moi, c'est ça un peu qui m'a découragée, c'était aussi, tu sais, on se connaissait déjà un peu les côtés pécuniers de dire, ben, on charge des affaires qu'on donne pas, et des choses comme ça, qu'il y a des clauses illégales dans différents baux. Mais de là à dire qu'en plus, on va
c'est empêcher, ne pas donner les services, ne pas agir correctement. Donc, on a, comme les personnes qui sont là, ce qu'ils me disaient, c'est que tu te sens pas chez vous, tu as l'impression que, tu sais, qu'ils ils veulent pas nécessairement ton bien-être alors que tu es allé là un petit peu pour ça au début. Et comme je dis, il y a des très bonnes résidences. Là, moi, je parle vraiment de celles que c'est Oui. plus complexe. Et dans les bonnes résidences, ce qui est intéressant, c'est que justement, là, les gens vont le dire très ouvertement que ça va super bien, ils adorent ça. Ils sentent que le personnel tienne à eux, il y a du relationnel, tu sais, c'est ça. Puis, j'ai donné une conférence hier, justement, par rapport à ce sujet-là, devant plusieurs personnes dans l'agglomération de Longueuil. Et une personne aînée, il m'a dit, puis j'ai aimé sa phrase, il dit, on a l'impression qu'on travaille pour eux autres au lieu qu'eux autres travaillent pour nous, quand c'est pas une bonne résidence. En gros, il Oui. faut se tenir tranquille, faut pas se plaindre, faut faire ce qu'il dit. Oh, pratiquement militaire, si on veut, là. Oui, c'est ça. Puis j'ai dit, c'est intéressant. Fait qu'autrement dit, c'est comme si la compagnie devient plus importante que les gens qui sont à l'intérieur. Et un point important, c'est que comme si c'est vraiment l'idée du seul fournisseur de services qui est problématique. Si on peut pas rentrer des services de l'extérieur dans la résidence, puis c'est une compagnie privée, il faut garder ça en tête, ben, ça fait que ton logement, ta bouffe, tes loisirs, toute l'équipe est intégrée là-dedans et c'est une seule organisation qui donne. Fait que quand ça va pas bien, là, c'est tout qui va pas bien. Là. Puis Ouais. c'est important à comprendre aussi. Puis la peur, fait que les gens endurent, ils disent rien, ils ont l'impression qu'ils peuvent pas rien faire. Puis c'est pour ça que je parle de la ligne. Au moins, appelez. Même si vous faites pas de plainte, au moins, peut-être que vous allez avoir d'autres informations qui peuvent être aidantes pour vous autres. Mais c'est ça qui est décourageant. Sinon, il faut que tu déménages. C'est à peu près ça que ça veut dire. Puis c'est beaucoup de travail à notre... T'es même plus jeune, fait qu'à cet âge-là, c'est Évidemment. encore plus demandant, mais à un moment donné, tu n'as pas le choix. Puis c'est là que le CLSC peut aider aussi des fois à relocaliser là, si vraiment vous n'êtes plus capable aussi. Là. Ben, c'est un constat qui est parfois difficile, mais on l'a mentionné, il y a des bonnes résidences. Oui, Il oui. suffit de voir quels sont nos besoins et quelle est la réputation aussi de la résidence. Oui. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Mélanie Couture, vous êtes titulaire de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées de l'Université de Sherbrooke. C'est un long titre, mais essentiel. Il faut continuer de faire de la recherche là-dedans. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition du mardi 23 avril de Studio Libre. J'aimerais remercier mes invités. Tout d'abord, Jessie Laflamme et aussi Mélanie Couture. Et donc, pour revoir cette émission et toutes les autres émissions de la TVC Basse-Lièvre, très facile, vous allez sur notre chaîne YouTube au même nom et aussi notre page Facebook est disponible pour avoir des nouvelles un peu plus au quotidien de la TVC. Et moi, je vous retrouve jeudi pour un autre Studio Libre.